le système qui nous nourrit a perdu la tête. Jamais dans l'histoire, nos magasins n'ont offert un tel choix. Pourtant, notre budget alimentaire n'a jamais été aussi bas. Et jamais l'obésité et le diabète n'ont été aussi répandus. Qui a habitué les consommateurs à manger des produits extrêmement sucrés, extrêmement salés, avec des couleurs complètement chatoyantes? C'est les industriels. Est-ce qu'on peut bien manger en mangeant industriel? Oui et non. Oui, vous pouvez, parce qu'il y a des industriels où en fait l'usine c'est juste une cuisine agrandie. Mais par contre, si industriel veut dire ultra transformé, c'est-à-dire où on essaye de gratter des marges, des sous, etc., là non, vous êtes sûr de ne pas bien manger. Si l'objectif c'est exclusivement de faire un prix bas, il y a une créativité incroyable qui s'exerce dans l'industrie agroalimentaire. Mais plus personne, dans cette obsession du prix, n'a véritablement de vision complète sur ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne. Es gibt praktisch kein Arzt, wenn einen Totenschein ausstellt, schreibt drauf Tod durch Ernährung. Die sterben immer an Krankheiten. Aber viele Krankheiten werden natürlich ausgelöst oder verstärkt durch Ernährung. Die Lebensmittelindustrie ist untransparent oder intransparent, weil sie Angst haben, dass die Menschen erfahren, was da passiert. L'industrie agroalimentaire déploie des trésors de créativité technologique et marketing pour masquer aux consommateurs la vraie nature de ce qu'ils mangent. Pour percer les secrets de cette industrie, nous avons décidé de nous transformer en industriels, de fabriquer nous-mêmes un produit de consommation courante. Notre choix s'est porté sur le cordon bleu, un produit en apparence simple, mais en réalité une recette complexe, recette formulée en laboratoire, typique de ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Fabriquer ce cordon bleu, c'est entrevoir toute la complexité de ce que l'on mange. Un cordon bleu, c'est une escalope de volaille panée, repliée sur un cœur de fromage et viande fumée. Pour mettre ce produit industriel sur le grill, nous avons invité plusieurs experts. David Garbous a dirigé le marketing d'un grand charcutier industriel français, Fleury Michon. Cordon bleu, c'est agréable. Je ne peux pas dire que c'est bon. C'est un produit pratique à cuisiner, rapide. C'est assez symbolique de ce que l'industrie agroalimentaire a construit depuis une cinquantaine d'années. Sieht jetzt aus wie Schinken. Sieht aus wie so eine Art Schmelzkäse. Also, dass es kein Käse ist. Oder Schmelzkäse. Hans Ulrich Grimm, lui, est journaliste. Sieht aus wie Schinken. Spécialiste de l'alimentation. Nee, das sieht schon ein bisschen komponiert aus. Dans ses livres, il pourfend les mensonges de l'industrie agroalimentaire. Muss ich alles aufessen. Ich darf erst gehen, wenn nicht alles weg ist. Unsere Urgroßeltern würden wahrscheinlich, wenn sie könnten, schreiend davonspringen, wenn sie das sehen. Béatrice de Rénal est docteure en nutrition. Bon appétit. Merci. Ah oui, vous l'avez fait chauffer. Alors ça, vous voyez, c'est pas un truc pour moi. Je vais être très méchante, hein. Mais quand vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, vous mettez de la panure. Donc pour moi, c'est le symbole de ce qu'il ne faut pas manger, pas choisir. Béatrice de Rénal a conseillé des entreprises comme Nestlé, Danone, Carrefour sur la qualité nutritionnelle de leurs produits, sans jamais renoncer à son franc-parler. Même si j'ai faim, je ne le mange pas. Ce plat-là, typiquement, signe ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, c'est-à-dire que pour que l'enfant mange quelque chose, on va lui acheter quelque chose qui, soi-disant, il aime, et qui est composé de choses qu'il ne faudrait pas lui donner. Notre aventure industrielle commence dans la banlieue de Nantes. Ce jour-là, Maude, notre journaliste, a rendez-vous dans un laboratoire alimentaire, Foodinnov. C'est une société de recherche et développement. Elle conseille les grandes marques. Ici,
on élabore de nouvelles recettes pour tester de nouveaux goûts, ou au contraire obtenir les mêmes saveurs avec de nouveaux ingrédients. Arnaud Orgé-Turbin est docteur en sciences des aliments. Il a établi une première liste d'ingrédients pour notre projet de cordon bleu. Et c'est Noémie Bruno qui va cuisiner. Pardon, fabriquer. Là, on a tous les ingrédients réunis pour faire un cordon bleu industriel. Donc, tout ça. C'est ça. On a combien d'ingrédients? Là, on À a la déjà toute la viande, le fromage qu'on comporte déjà 10, le blanc de dinde aussi. Il en a combien? Il en a à peu près 5. Donc 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est ça, on est sur une trentaine. Voilà. À peu près. Trentaine d'ingrédients, après ils sont pas forcément tous Ils mis sont en pas même temps. tous utilisés en même temps. Pour un cordon bleu maison, 5 ingrédients suffisent. Une escalope, du fromage et du bacon, de la chapelure et un œuf. Mais ce cordon bleu ne se conserve pas plus de 48 heures. Avec ces 30 ingrédients, le nôtre se gardera plus longtemps, mais surtout, il sera moins cher. Commençons par la viande. C'est plus de la moitié du poids final et le principal coût matière. Vincent Lafaille, le patron du laboratoire de recherche et développement, connaît bien ce paramètre de l'équation. Il a longtemps travaillé dans l'industrie de la volaille. D'accord. Ça, c'est de la viande de cuisse de poulet, donc elle est un peu plus rouge. Et ça, c'est la viande qui est sur les ailes de poulet. Et comment elle s'appelle cette viande? Si j'achète un cordon bleu industriel? Préparation de viande. Préparation de viande. C'est du muscle, c'est aussi de la peau, c'est de la viande noble. Hein. Il ne faut pas non plus... La voilà. peau, c'est parce qu'il y a plus noble quand même dans la bête. Bah, ça fait partie du poulet. Hein. Ça apporte du gras, ça apporte du goût. Non. D'accord. Et après, ce qu'il ne faut pas, c'est en mettre en quantité très importante, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas que des vraies escalopes comme celle-là? Pour avoir un produit standard, avec une escalope comme ça va être compliqué. Alors que si je fais un cordon bleu avec ça et qu'ils vont tous faire la même taille, c'est plus facile à doser. Après, c'est beaucoup plus facile à remettre en œuvre d'un point de vue industriel. Ça coûte combien, ça, au kilo, par exemple? Alors ça, c'est moins de 2 €, quoi. Et ça? Pareil. Un vrai filet de volaille label rouge coûterait jusqu'à 15 fois plus cher. Il y a vraiment une corrélation immédiate entre la qualité et le prix. Si l'objectif est de faire un produit premium, vous aurez de la viande ultra noble dans les plats cuisinés. On en faisait quand j'étais chez Fleury Michon. Si l'objectif est de faire un premier prix, vous allez trouver des solutions pour soit diminuer la part de viande, soit la mélanger avec d'autres ingrédients de façon à diminuer le coût. Die Ernährungsausgaben sind natürlich gesunken über die letzten 50 Jahre, weil die Technologien effizienter geworden sind, auch durch die Importe natürlich. In Deutschland liegt der Anteil der Lebensmittelausgaben von den Gesamtausgaben nach meiner Information so bei 11% ungefähr. Ich finde es natürlich völlig verrückt, dass praktisch der Anteil der Ernährung in den Gesamtausgaben immer geringer geworden ist über die Zeit und Freizeitausgaben und dergleichen immer zugenommen hat. Le même phénomène a été observé en France. L'industrialisation a fait baisser les prix tout en modifiant l'offre, avec des produits moins chers et parfois low cost. Le secteur de la volaille n'y a pas échappé. En moyenne, un Européen mange 23 kilos par an de cette viande blanche, réputée meilleure pour la santé car moins grasse. Jusqu'à 28 kilos pour un Français. Dans les usines, les carcasses sont raclées jusqu'à l'os. On appelle cela la valorisation. En nous montrant des poulettes bien vivantes et dansantes, la publicité met en scène le cordon bleu, sans avouer qu'il sert surtout à valoriser les découpes. Ce coup de génie du marketing vient des années 80. Tous les jours au moment du dîner, c'était la même histoire. À l'époque, la vente des poulets entiers décline. Le consommateur préfère le blanc. Il fait la fine bouche sur les ailes et les cuisses. Pour les recycler, les industriels inventent de nouveaux plats. Baby burger perdu. Croque hawaïen perdu. Oh, ça l'a rendu dingue. Les escalopes cordon bleu. 40 ans plus tard, l'industrie a toujours une faim de loup pour ce produit si rentable.
Je vais prendre 50-50 d'ailes et de cuisses pour faire un mélange à peu près plus homogène. Celle-là va amener un peu de gras, un peu de peau pour donner plus de goût. En tout cas, on voit que la viande comme telle, elle se tient pas. Là, on peut pas faire un cordon bleu avec une viande. Ah non, on peut pas faire. Donc vous allez l'agglomérer, c'est ça? Je vais prendre des fibres de blé que je vais venir ajouter. Ça va être pour garder l'humidité, parce que là, dans la viande, l'eau, elle est contenue dans les cellules. Là, on a complètement mixé, donc on a un peu explosé toutes les cellules. Donc à la cuisson, on va essayer de recapter l'eau pour pas que ça soigne dans le produit. Donc là, on va prendre du dextrose, qui est un sucre. On va venir ajouter en complément des fibres de blé. Donc il y a du sucre dans la viande. C'est ça. C'est aussi pour capter l'eau et faire qu'on ait une viscosité plus importante. Et donc, en dernier, je vais ajouter aussi des protéines. Protéines de soja. Pour comparer, nous passons au four une viande avec additifs et une viande sans. Sans additifs, c'est beaucoup plus friable. Celle-ci, elle va plus vite se casser, là, si vous appuyez. Ah oui, c'est vrai. Elle va être plus résistante. Ça va mieux mimer l'escalope. Et elle se tient, elle a retrouvé une texture de viande, en fait. On a l'impression d'avoir un filet de viande. Exactement. Cette matière est-elle encore de la viande? Pour trancher, il faut plonger dans l'infiniment petit. Nous allons étudier cette viande agglomérée à l'échelle du micron et la comparer avec un blanc de poulet. Les deux échantillons sont débités en très fines lamelles. D'abord, le blanc de poulet. Ça, c'est un muscle, c'est un blanc de poulet ou un filet de poulet. Et là, c'est le morceau entier du muscle. Et en zoomant, on peut voir les fibres musculaires ici intactes avec les stries. La viande agglomérée a une toute autre apparence. Les tissus musculaires ont été déchirés et on distingue les ingrédients végétaux, notamment les fibres, ajoutées à la viande pour lui donner de la texture. On voit maintenant apparaître énormément de fibres végétales aussi. Donc là, on le voit très bien, fibres ici en bleu. Ces fibres retiennent l'eau. C'est une façon pour l'industriel de gonfler le produit, de faire payer l'eau au prix de la viande. Le verdict du microscope est cruel. Même quand l'emballage annonce 100% filet, la plus longue fibre musculaire ne mesure qu'un demi-centimètre. Quand on voit filet, on pourrait s'attendre à des gros morceaux de viande en bouche. Mais d'un point de vue histologique, là, il n'y a pas de filet, c'est vraiment des fragments de viande qui sont à l'intérieur, qui sont enchevêtrés, liés avec différents gélifiants, différents épaississants. Mais les industriels de la viande vont encore plus loin. Voici de la viande séparée mécaniquement, VSM. C'est de la viande qui est récupérée sur les carcasses des volailles, avec un système de broyage et de séparation par différence de densité. C'est défait. Voilà, donc ça, c'est de la viande, on va dire, totalement déstructurée. C'est de la viande hachée. Oui, très hachée. Gustativement, on va dire, c'est pas très bon. La VSM est réservée au low cost. En France, elle est interdite dans les cordons bleus. Ailleurs en Europe, c'est légal. La VSM est la viande du bout de la chaîne. Tout ce qui reste des carcasses est broyé. C'est le stade ultime de la valorisation. Une purée de graisse et de protéines, beaucoup moins nourrissante que la viande. Au microscope, la VSM apparaît comme un patchwork. Presque plus de fibres musculaires, mais des intrus. Donc là, c'est cartilage. Donc fragment cartilagineux, ici. Ici aussi. L'os apparaît aussi en bleu. Et là, si on s'amuse à les compter, là, il y en a énormément. Donc, sous la dent, ça croustille. On peut trouver la VSM dans ces types de produits-là. Protéines de sang et viande séparée mécaniquement de porc. Encore dans les snacks, que les enfants aiment beaucoup. Peau de poulet en premier, viande de poulet 28%, mais
Viande de porc séparée mécaniquement, 20%. Ce n'est pas de la viande. On trouve vraiment la VSM dans les produits bas de gamme, voire très bas de gamme. Il y a quand même des gens qui sont défavorisés parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément d'acheter de la qualité. Et eux, eh bien, ils ont les bas morceaux, si vous voulez. Donc, ils ont nutritionnellement, c'est pas équilibré. Et puis après, pour faire tenir des recettes qui sont pas équilibrées, qui sont même parfois déplorables, on est obligé de mettre beaucoup d'additifs. Eux, ils ont vraiment, c'est la double peine. C'est que j'ai pas assez d'argent, eh bien, je suis puni et je mange mal. Délicieusement croustillante et fondante. L'escalope est donc en réalité un aggloméré de viande. Pourtant, il a l'air appétissant, ce cordon bleu. Peut-être grâce à son fromage onctueux. Le fromage, c'est le deuxième ingrédient clé. Mais lui non plus ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait. Ouf. Alors ça, c'est du fromage. C'est un demi-fromage. En fait, ils sont déposés dans des trancheuses automatiques qui viennent couper les tranches automatiquement. Cette préparation fromagère ne sort pas d'une cave d'affinage, mais d'une usine. Elle contient 5 additifs, dont 3 sont ce qu'on appelle des sels de fonte. Ce sont eux qui font couler et briller le fromage. Donc à droite, c'est celui avec additifs, et à gauche, c'est celui sans additifs. Donc quelle différence? Celui-là est très brillant. On voit. Et très homogène. Très homogène, très brillant. Et l'autre va avoir tendance à se séparer un petit peu, la matière grasse à venir en surface. Il coule pas celui-là en fait? Non, il coule pas. Le consommateur, il s'attend à ça. Comme une raclette. C'est ça. L'un des sels de fonte pose problème. Le E452, un polyphosphate. Il augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires. Les polyphosphates font partie des additifs qui aujourd'hui sur lesquels on se pose des questions. Donc effectivement, si on peut les enlever et c'est possible, il faut les enlever. C'est quoi? Quelle question se pose sur les sels de fonte? C'est les effets secondaires à long terme que ça pourrait avoir. Il faut aussi se poser la question différemment. Est-ce qu'un additif est utile ou est-ce qu'un additif est indispensable? Ce qui sont deux choses différentes. Et là-dedans, c'est utile ou indispensable? Sur la fonte du fromage, les sels de fonte, pour moi, on peut tout à fait s'en passer aujourd'hui. En France et en Europe, c'est 330 additifs qui sont autorisés par la réglementation. Ce qu'on ne mesure pas exactement aujourd'hui avec les additifs, en tout cas il y a des questions, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire vous pouvez prendre un produit qui a 2 additifs et puis une préparation le matin au petit déjeuner qui en a encore 3 et puis au fur et à mesure de la journée et de la semaine, parce que ça se joue plutôt sur la semaine ou voire le mois, il peut y avoir des interactions entre ces additifs qui peuvent poser problème à long terme sur la santé. Das Problem, wenn Sie so einen Cocktailmix, so einen Zusatzstoffmix, so einen Zusatzstoffcocktail haben, dass es für den Körper praktisch nicht addiert wird, sondern der Körper hat dann ein Vielfaches an Gesundheitsrisiko. Da ist dann, wenn Sie Glutamat reintun, Farbstoffe reintun, andere Sachen reintun, ist nicht 2 plus 2 gleich 4, dann ist 2 plus 2 gleich 12. Scientifiquement, c'est très compliqué de mesurer parce qu'il faut faire tous les mélanges, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, et puis voir l'effet sur l'homme. Ça coûte immensément d'argent. C'est les études cliniques. Personne ne les a faites aujourd'hui. Plus on baisse en gamme, plus le nombre d'additifs augmente, plus le cocktail est chargé. Il y a le colorant E100, l'épaississant E412, régulateur d'acidité E450, stabilisant En tout, E450, 15 additifs dans un seul cordon bleu. oxydant E316, conservateur E250, stabilisant E417, colorant E171. C'est quoi le 171? C'est le dioxyde de titane. Ouais. Ce E171, alias dioxyde de titane, nous en avons tous absorbé. C'est lui qui donne le blanc éclatant des chewing-gums ou la patine satinée des bonbons. Mais pas seulement. Le dioxyde de titane est caché mais partout, selon le slogan de ses fabricants. As a pigment, it brightens the world around us. As a catalyst, it cleans the air we breathe. And as a UV-resistant ingredient, it protects the things we cherish. Dans nos crèmes solaires, dans nos peintures, le dioxyde de titane est entré dans nos vies et dans nos estomacs. S'agissant du cordon bleu, il sert à blanchir le fromage. On le blanchit parce que finalement on l'a coloré indirectement avec les sels par rapport à un fromage classique. Donc finalement
on rectifie ce que. Donc on met un ce qu'on a additif produit. qui jaunit et un autre pour blanchir. Pour le c'est ça reblanchir. C'est délirant. Tout à fait. Donc, de toute façon, c'est interdit maintenant, donc on n'en trouvera plus. En 2020, la France a banni le E171 des assiettes parce qu'il contient des nanoparticules. Ces particules sont 10 000 fois plus petites qu'un millimètre. Avec cette taille, elles traversent les tissus du corps humain. En France, l'Institut national de recherche agronomique s'intéresse au E171 depuis 2013. Pour évaluer la dangerosité des nanoparticules, le dioxyde de titane a été testé sur des rats pendant 100 jours. Ce que l'on constate quand on donne à l'animal du E171, il traverse la paroi de l'intestin et ensuite on se retrouve ici mêlé aux globules rouges de la circulation sanguine. Dans l'heure qui suit l'ingestion de E171. Toutes ces particules qu'on retrouve dans le sang se retrouvent finalement à circuler dans des organes systémiques. On parle du foie, on parle de la rate. Et même jusqu'au cerveau, il y a des démonstrations chez l'animal qu'il y a une accumulation susceptible, ce qui reste à montrer, de perturber le fonctionnement des dix organes. Une autre équipe de l'INRA a prouvé qu'au bout de 100 jours seulement, 40% des rats à qui on a donné du E171 ont développé des lésions précancéreuses. Impossible à transposer directement chez l'homme, mais suffisant pour alerter les autorités sanitaires. Tout aliment contenant du E171 est interdit en France depuis le 1er janvier 2020. Pour interdire les nanos, encore faut-il les voir, les mesurer. C'est la spécialité du Laboratoire national de métrologie. Avec les progrès des microscopes électroniques, les nanoparticules n'échappent plus au regard. Vous descendez bien une. On fait faire une petite mesure. Et quand le laboratoire s'est saisi du E171, il n'est pas arrivé aux mêmes conclusions que les industriels. Ils étaient de bonne foi parce qu'ils utilisaient même 3 techniques d'analyse pour le cas que j'ai en tête. Les conclusions à chaque fois, c'était il n'y a pas de nanoparticules dans la substance, dans ce E171. Au final, en regardant de plus près par microscopie électronique, en faisant les choses correctement, on se rendait compte qu'il y avait presque 50% de nanoparticules dans ce dioxyde de titane. Tout simplement parce que les techniques qu'ils avaient utilisées pour avoir l'information, grosso modo, étaient aveugles sur l'éventuelle présence de nanoparticules. Donc elles n'étaient pas adaptées. Cette incapacité technique a pu arranger certains industriels. Des nanoparticules ont depuis été trouvées dans d'autres additifs. Prenons ces épices. Elles contiennent du E551, du dioxyde de silicium. C'est un additif très répandu qui évite aux poudres de s'agglomérer. Comme le E171, il regorge de nanoparticules. On ne se posait pas de questions parce qu'il y avait, soit il n'y avait pas les moyens techniques pour vérifier ou pour mettre ça en évidence, soit il n'y avait pas les interrogations de la part de la société, du consommateur. Donc au final, répondre à la question de savoir combien d'additifs dans l'industrie agroalimentaire contiennent des nanoparticules, c'est aujourd'hui une question, on va dire, auquel on ne peut pas répondre. Là, il n'y a plus de 160. Il a disparu. Une victoire pour les ONG. Dans leur campagne contre les nanoparticules, elles avaient ciblé les confiseurs, gros utilisateurs du E171. Aujourd'hui, le combat se déplace à Bruxelles. Seule l'Europe a le droit d'interdire un additif. La France n'a pu que suspendre le E171 sur son propre territoire. Une suspension d'1 année, renouvelable. Derrière, c'est pas fini, parce qu'on est en Europe. Tant que les autres États membres et la Commission européenne n'élargissent pas cette mesure au niveau européen, d'abord, on a 2 poids 2 mesures en Europe, mais pire, ils peuvent même s'amuser à essayer de le bloquer et de dire à la France, nous ne sommes pas d'accord que vous preniez une décision unilatérale. Mesdames, Messieurs, après l'arrêt de très courte durée à Bruxelles, notre train va continuer à chaque fois. Ce jour-là, la France défend sa position devant les autres États membres et la Commission européenne.
les ONG françaises ont fait le voyage. Ça va? On croise les doigts? Ouais. Comment ça va se passer aujourd'hui? Elles font le point avec d'autres associations actives à Bruxelles. On a entendu dire qu'il y avait un doute sur le fait qu'il y ait un vote ou pas un vote. Je ne pense pas qu'il y aura des votes, honnêtement. c'est Je ça, ne vois on a pas la la même possibilité information. de avoir des votes aujourd'hui. Ça va être une étape parmi plein d'étapes. C'est ça, ouais. Le feuilleton continue. Est-ce que vous avez identifié un seul pays qui soutient la France? Pas ouvertement. Ouais. Dans une façon ouverte, non. Il n'y a aucun État qui a donné vraiment une position publique sur son soutien à la France. Et c'est ça l'enjeu, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est que nous, ce qu'on cherche, c'est à ce que d'autres États membres se déclarent en faveur de la mesure française. Sur le E171, il n'y a aucun gouvernement qui même est d'accord pour répondre et nous donner sa position. Ça, déjà, c'est un scandale. Et quand tu fais la réunion avec des... Les États sont frileux et les lobbies actifs. Celui du dioxyde de titane, par exemple. Ils se démènent pour que la France reste isolée. Et là, il s'agit absolument, je pense, pour l'industrie de bloquer ça. Et donc, à partir de ce cas de l'alimentaire, se joue, je pense, beaucoup plus de choses. Parce que quels sont les plus gros secteurs qui utilisent le dioxyde de titane? En fait, c'est la peinture, c'est le plastique. Quand vous allez voir sur les sites des lobbies des plastiques, ils vous parlent de 270 milliards d'euros d'impact sur une possible classification comme cancérigène. Là, ça vous donne effectivement une échelle de à quel point, en fait, cette petite substance, dans le cadre de la discussion de l'additif, en réalité, a vraiment un poids pour d'autres secteurs et qu'en réalité, c'est beaucoup d'autres secteurs qui craignent qu'effectivement, avec ce précédent, eh ben, on ouvre les portes à possiblement des classifications et puis des réglementations qui seront plus difficiles, voire des interdictions. S'attaquer au E171, c'est s'attaquer à un des lobbies les plus puissants d'Europe. Le CEFIC, le lobby de la chimie. Sur cette poudre au pouvoir blanchissant, l'argument est tout trouvé. Son utilisation est approuvée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Décrocher un rendez-vous avec le porte-parole nous a pris 5 mois. Un peu long pour l'entendre répéter en boucle le même argumentaire. The safety of the titanium dioxide was reviewed at least 4 times by the European Food Safety Authority. And for them, there was no concern with titanium dioxide. The evidence does not really support this ban, so I think that there's no really reason to continue with this ban because the safety is beyond question. So you want to stop this suspension? Yes. Yeah, well. of course. Le lobby de la chimie s'abrite derrière l'EFSA. Mais l'Agence européenne de sécurité des aliments est-elle si rassurante sur le E171? Quand on commence une étude à l'EFSA, une évaluation scientifique, la masse d'études qu'on doit considérer au début, avant d'essayer de la réduire à ce qui vraiment a de la pertinence, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'études. C'est le cas du dioxyde de titane. La complexité des évaluations que l'EFSA doit faire augmente tous les ans. Et ça met une tension sur nos moyens, sur nos ressources, sur nos experts. L'Europe attend que soit démontrée la nocivité du E171. Côté français, la logique est différente. Le principe de précaution prime, tant que la non-toxicité n'est pas prouvée. On avait, sur ce sujet spécifique du E171, un manque de données. Et les fabricants, les utilisateurs de E171 n'avaient pas apporté les réponses. Donc c'est pour ça que la décision a été prise de suspendre la mise sur le marché au niveau français. À Bruxelles, les comités techniques sur les additifs se tiennent à huis clos. Et les États ne divulguent pas leur position. Les discussions des comités restent non publiques. C'est-à-dire que moi, je suis consommatrice italienne. Je ne peux pas demander à connaître la position de mon propre pays sur un additif que mes enfants consomment. Vous demandez au gouvernement italien sa position et vous le faites de façon suffisamment convaincante pour qu'il vous la communique. Théoriquement, l'Europe ou les États membres pourraient dire à la France non. La mesure que vous avez mise en place n'est pas légitime. Parce qu'elle empêche la libre circulation des marchandises. Ça a un impact évidemment sur le marché intérieur, puisque voilà, un produit qui sera fabriqué en Belgique et vendu en France, normalement, la France va dire je ne veux plus de dioxyde de titane, donc il y a forcément un impact. Ce jour-là, la délégation française est restée seule sur sa position, sans convaincre.
mais sans être obligé non plus de faire machine arrière. Pas simple dans une Europe à 27 de se débarrasser d'un seul petit additif. Pour les industriels aussi, l'équation est complexe. Les confiseurs sont les premiers utilisateurs du E171. En Alsace, l'usine Mars fabrique de petites billes de chocolat. 130 millions par jour. Pour toute l'Europe. C'est le E171 qui leur donnait ces belles couleurs. En 2018, le groupe cède à la pression des ONG et décide de se passer du E171, devançant sa suspension. Le casse-tête commence pour la directrice de l'usine. D'abord, trouver un substitut. Au début, on a le cœur chocolaté. Ensuite, on va rajouter une couche de sucre, puis une couche opacifiante. Donc c'est cette couche qui vient recouvrir le marron du chocolat pour permettre ensuite la dépose de la couleur. Et c'est dans cette couche qu'on avait du dioxyde de titane qu'on a remplacé par l'amidon de riz. Et c'est ce qui va permettre qu'une fois la couleur apposée, elle garde toute sa vivacité. On a vraiment une très très belle couleur, un très beau rendu du produit. Trouver le substitut aurait coûté 40 000 heures de recherche et développement. Et ce n'était que la première étape. Passer de la poudre de E171 à l'amidon de riz, c'était passer de sacs de 25 kg à des big bags d'1 tonne. Pas le même conditionnement, donc des travaux d'aménagement. On a fait des tests en essayant de réutiliser nos équipements, mais malheureusement, le procédé qu'on utilisait ne fonctionnait pas. Donc il a fallu qu'on adapte complètement notre recette, nos équipements, rajouter une étape de process supplémentaire pour pouvoir utiliser cet amidon de riz. La chaîne de fabrication a été modifiée. Le système de nettoyage aussi, puisque le nouvel amidon de riz n'avait plus la même viscosité que le E171. En tout, Mars affirme avoir dépensé 40 millions d'euros. Tout ça pour un seul additif. Rien n'est simple dans le monde de l'industrie, même si la publicité voudrait nous faire croire le contraire. Oula, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il y a de la volaille, il y a du fromage, il y a même un petit goût fumé. De la volaille, du fromage, avec un petit goût fumé. Jolie pirouette pour résumer une trentaine d'ingrédients. Dans notre cordon bleu, il y a du blé pour faire tenir la viande, du dextrose, des protéines de soja, des additifs pour faire couler notre fromage. Petit à petit, le mécano s'assemble. C'est appétissant comme ça, avec le sel de fonte quand ça coule comme ça. Est-ce qu'il est bon? Il est bon. Et la viande? C'est un peu moins juteux forcément qu'une escalope. Elle est assez compacte, voilà. elle est compacte. Hein. Oui, elle se tient bien. Elle se tient bien. Voilà. C'est le cordon bleu, je suis habituée à manger. Industriel. La recette est maintenant élaborée. Nous avons notre prototype. Le moment est venu de passer à la production en série. Comme de vrais industriels. Nous avons assez de matières premières pour produire 340 cordons bleus. Là, on est dans une grosse usine de cordon bleu ou une petite usine? Une petite, on va dire, hein, parce qu'en fait, il n'y a qu'une ligne.
Généralement, dans les usines de cordon bleu, il y a plusieurs lignes. Il y a beaucoup d'usines qui tournent en 3/8, quoi, en 24 heures sur 24. La formeuse modèle la viande. La trancheuse lui ajoute sa tranche de dinde fumée et son fromage. Et la plieuse lui donne sa forme de croissant. Un traitement de choc auquel notre préparation résiste, sans se désagréger. C'est l'intérêt des additifs. Nos cordons bleus ont une taille et un poids standard. Ils répondent aux normes sanitaires. Mais pour les vendre, il faut maintenant les emballer. En Allemagne, Dr Oetker fait partie de la mémoire collective. Ce géant de l'agroalimentaire a son musée, avec une relique, le premier sachet de levure de la marque. Depuis 1891, les emballages ont bien changé. Ils sont toujours plus colorés, et ces couleurs sont source de danger, à cause des encres. Les encres d'impression peuvent contenir des substances toxiques qui contaminent les aliments. Ce sont des huiles minérales, les MOA et les MOSH, avec un H pour hydrocarbures. Les premières sont cancérigènes, les secondes s'accumulent dans le corps humain qui ne sait pas les éliminer. Dr Oetker a dû s'attaquer à ces huiles minérales dérivées du pétrole. Am Anfang war es ja die Druckfarbe. Wir sind aber schon seit Jahren, dass wir uns von allen Lieferanten bestätigen lassen, dass wir mineralölfreie Druckfarbe, dass die verwendet wird. Und ansonsten habe ich natürlich auch Eintragswege von außen, von der Umverpackung, von der Kartonage, wo die Produkte aufbewahrt werden. Pourquoi dans le carton? Parce qu'avant d'être recyclé en emballage alimentaire, il a eu une première vie. Une vie avec des encres et des colles dont les fibres gardent encore la trace. Paradoxe. Le recyclage, ce bon geste pour la planète, peut se retourner contre le consommateur. Cette possible imprégnation du carton n'est connue que depuis une dizaine d'années. Le laboratoire public de Münster, en Westphalie, a été en pointe dans cette prise de conscience. In Deutschland war das dann durch den Adventskalenderskandal, war das dann am 26. November 2011, kartonverpackte Schokolade, die in Adventskalendern angeboten wurden, dass da Mineralöle, also Mosch und Moor, nachgewiesen wurden. Le protocole est strict. On teste les emballages et les aliments, mais séparément. Voici le résultat. Un chromatogramme. Les pics correspondent aux huiles minérales qui se retrouvent ici à l'identique dans tous les échantillons. Und hier kann man ganz gut sehen, dass diese Chromatogramme alle bestens zueinander passen. Und zwar sowohl in der Verpackung als auch am Lebensmittel. Und das ist wie ein Fingerabdruck und dann können wir beweisen, dass jetzt hier zum Beispiel tatsächlich das Lebensmittel durch die Verpackung kontaminiert wurde. Also hier sind Proben, die wir hier untersucht haben. Kartons mit Cerealien, zum Beispiel Couscous. Hier haben wir zum Beispiel einen Reis, auch ein Drittlandimport. Das kennt man auch eben halt viel aus Indien oder den arabischen Ländern. Das ist jetzt ein Synthetikfaser. Und manchmal ist es so, dass dieser Synthetikfasermaterial mit Druckfarben behandelt ist, die auch Mosch und Moor, also Mineralöle, enthält. Und dann kann der Reis, der dran verpackte Reis, mit diesem Mosch und Moor kontaminiert werden. En Allemagne, les investigations se sont d'abord portées sur les produits secs, le riz ou les pâtes, qui sont plus faciles à analyser. Bei anderen Nahrungsmitteln, zum Beispiel bei dem Baby, Säuglingsanfangsnahrung, ist die Sache ja viel komplizierter. Das muss man speziell aufarbeiten
wenn man das nicht richtig macht, findet man keine Mineralöle oder hat falsche Ergebnisse. Pour des résultats solides, il faut des technologies pointues. Tous les pays n'en ont pas les moyens. Il n'y a aucune norme européenne, seulement des guides de bonnes pratiques nationaux non contraignants. Quand on parle des huiles minérales, on a un risque qui est identifié, mais on n'a pas encore de méthode d'analyse pour le quantifier, pour le mettre en évidence. Et donc on n'a évidemment pas de réglementation, parce que pour pouvoir mettre en place une réglementation, il faut des méthodes analytiques qui soient partagées pour qu'il y ait une méthode de référence, pour que tout le monde parle de la même chose et puisse faire des analyses. On est sur des thématiques qui ne sont absolument pas défrichées. Il existe tout de même un scientifique qui a fait progresser nos connaissances. Conny Grobe est considéré comme un génie de la chimie. Ce jeune retraité a longtemps travaillé au laboratoire cantonal de Zurich. Das ist Frischfaserkarton. Also, das war früher nicht so, das ist heute so, das ist schön zu sehen. Und in diesem Fall ist da noch eine Kunststofffolie, die als Barriere wirkt. Also selbst andere Substanzen, die da von diesem Karton stammen würden, gelangen nicht in diese Waffeln. Also das ist eigentlich doppelt genäht, nicht? Schön gemacht, schön zu wissen. Des contaminations en moins, mais du plastique en plus. Conny Grobe a disséqué tous les types de contenants, qui sont autant de cas de figure différents. La contamination aux huiles minérales n'est qu'un exemple. Il y aurait d'autres passagers clandestins dans nos emballages. Des milliers de substances en tout. Man hat ja vielleicht 2000 Substanzen bewertet, auch geregelt. Ich nehme an, dass es insgesamt vielleicht etwa 100.000 sind, die in Mengen migrieren, die gesundheitlich relevant sein könnten. Verstehen Sie mich bitte richtig? Die meisten sind nicht hochtoxisch, aber darunter, rein statistisch, ist anzunehmen, dass einige es sind. Même les emballages les plus familiers peuvent être toxiques. Les boîtes de conserve, par exemple. Wenn Sie das anschauen, dann sieht doch das sehr schön aus, nicht? Da drin, das ist lackiert innen mit etwas Grauton, damit es schön aussieht. Aber damals, als wir da darauf gearbeitet haben, das ist jetzt 20 Jahre her, das ist ungefähr ein 20stel dieses Lackes hat sich im Lebensmittel aufgelöst. Also man hat ziemlich viel Lack gegessen. Pire, au contact des aliments, ce vernis crée de nouvelles molécules. On appelle cela des substances réactives. Und reaktive Substanzen sind immer unsympathisch. Denn ja, also Gentoxisches ist ja etwas, was mit dem Erdgut reagiert. Und ja, das will man nicht haben. Peu de risques avec notre cordon bleu. Il ne séjournera pas longtemps dans sa barquette. Moins que des pâtes dans leur paquet, par exemple. Reste maintenant à savoir quoi inscrire sur notre emballage. Ça, j'espère qu'il va chauffer assez. Voilà, ça va fort là. Je suis allé un petit peu fort. Ok. C'est pas mal, hein? Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a une chose qui est hyper importante pour le packaging. Faut que le produit qu'on shoot, il soit magnifié, mais qu'en même temps, si les gens ouvrent le packaging, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est pas du tout le même produit. Les gens ont tous perdu le bon sens parce qu'ils se sont fait enfariner par des publicités. Quand on vous dit qu'il faut manger les céréales le petit déjeuner, vous retenez le mot céréales. Vous voyez le champ de blé blond qui flotte en été. Mais non, c'est pas ça. C'est de l'amidon de céréales qui a été rebricolé, du sucre, du truc, du machin, extrudé, donc ça veut dire 2 fois cuite, sous pression. Où est les céréales là-dedans? Il n'y a plus de céréales là-dedans. Là, ce que vous donnez, c'est du sucre. Alors, appelons les choses par leur nom. Si vous dites que c'est des croquettes, là, c'est plus clair. Il fallait trouver un nom à notre cordon bleu. Ce sera cordon mieux.
Là, on voit toutes les mentions. Le packaging, c'est un jeu de Tetris. En fait, il faut rentrer au chausse-pied un peu toutes les informations et puis essayer d'avoir une bonne hiérarchie de lecture. Les informations essentielles sont ici. Les ingrédients apparaissent par ordre décroissant de poids. Ici, le principal est la viande de poulet. Ce tableau indique les valeurs énergétiques. Et les industriels ajoutent leur argument marketing. Notre cordon mieux s'affiche comme source de protéines. Une évidence pour un produit à base de viande. Il se déclare aussi sans huile de palme. Notre cordon bleu, je pense qu'il n'a jamais eu d'huile de palme. Sur certains packs, on voit des mentions comme sans gluten sur des produits qui n'ont jamais eu de gluten. Comme à une certaine époque, on voyait sans parabènes partout, alors que certains produits n'avaient de toute façon pas besoin de parabènes. De laisser penser qu'on aurait fait évoluer une recette, alors qu'en fin de compte, on se dit juste que non, il n'y a pas un ingrédient qu'il n'y a jamais eu dans la recette, c'est pas sérieux. Mais ça a été, en tout cas, souvent pratiqué. Et ça l'est encore. Le marketing, c'est l'art d'embellir quand même. Donc on maquille la mariée un peu quoi, pour qu'elle soit bien vendable. Mais attention, je dis souvent, moi, qu'il faut mieux faire ses courses par derrière. Vous prenez votre emballage et tout de suite vous regardez derrière. Ne tenez pas compte de ce qu'il y a mis devant. Regardez derrière la liste des ingrédients. Et là, vous savez tout. La face principale comporte tout de même un logo utile pour le consommateur, le Nutri-Score. Alors, c'est pas obligatoire, c'est un étiquetage volontaire. Donc, les entreprises choisissent ou non de l'afficher. Nutri-Score est un système d'étiquetage nutritionnel simplifié qui permet tout de suite au consommateur d'évaluer son produit. Alors, c'est surtout important en fait de l'évaluer dans la catégorie en comparaison des autres produits de la catégorie. Un produit qui est en A, en B, en C de la même catégorie, si on veut le meilleur équilibre nutritionnel, on prend le A, quoi. Pour choisir, les consommateurs ont aussi une autre arme, leur smartphone. Pour évaluer nos aliments, les applications se multiplient. Yuka est la plus populaire en Europe. Elle est née d'une anecdote. Benoît, jeune papa, n'arrivait plus à faire ses courses. Trop de références. Arrêtez de vous jeter sur le pain au fromage, mangez des fruits. Il a l'idée d'une appli pour se repérer dans la jungle alimentaire. Avec 2 associés, il crée Yuka. Aujourd'hui, la communauté compte près de 20 millions de membres en Europe. Alors c'est cette équipe d'une dizaine de personnes qui fait trembler l'industrie agroalimentaire. Oui, c'est ça. On n'avait pas imaginé ça, maintenant on avait quand même l'ambition de réussir à faire bouger les choses. Jusqu'à présent, je pense que les consommateurs se rendaient pas forcément compte aussi qu'ils pouvaient avoir un vrai impact. Et là, oui, en fait, ils se sont rendus compte que des millions de consommateurs ensemble qui arrêtent d'acheter un produit, des millions de personnes qui changent leurs habitudes, ça fait bouger les industriels. Quand Yuka est né, ça a fait peur à énormément d'industriels. Parce que, de manière extrêmement simple, avec un flash, il venait donner une information qui n'était pas immédiatement disponible, voire que le marketing essayait d'habiller. C'est-à-dire que quand vous aviez beaucoup de sucre, vous mettiez plutôt en avant, par exemple, le goût, et vous oubliez de dire que pour avoir tant de goût, vous aviez beaucoup de sucre. Yuka, c'est immédiat et radical. Il vous dit il y a beaucoup de sucre. Alors vous pensez qu'il va avoir quel score sur Yuka ? Bon, on va voir, on va dire dans les 50, peut-être moins. Verdict ? Yuka attribue un médiocre 33 sur 100 à notre cordon mieux. Pourquoi ? Parce que il est un peu trop calorique, il a un peu trop de graisse saturée, il est très salé, il perd 6 points en sel. Sur la partie additif, qui représente 30% de la note des produits alimentaires, ce produit a 0 sur 30, tout simplement parce qu'il a un additif à risque élevé, qui est le E452, qui sont des phosphates, et E407, qui sont les carragénanes. Et enfin, il y a 10% de la note qui est sur la dimension biologique du produit. Ce produit n'est pas bio, et donc il a 0 point sur les 10 points attribués à la dimension biologique. Vous mangeriez notre cordon bleu ? Celui-ci, non, je ne le mangerai pas, non. La grille de notation de Yuka est imparfaite. L'évaluation des additifs n'est pas scientifiquement étayée. Mais elle a le mérite d'exister et d'avoir de l'impact.
Les 3/4 des industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui, des gros industriels de l'agroalimentaire, ont revu un certain nombre de produits grâce à Yuka. Cette gamme de soupe, par exemple, elle a été reformulée, donc elle a été complètement revue, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé les arômes artificiels, ils ont réduit le taux de sel, ils ont supprimé le sucre, parce qu'il y avait du sucre dans cette soupe, et ils ont enrichi en légumes. C'est plus un concentré de chimie, ça redevient à peu près une soupe comme on pourrait faire à la maison, en fait. Le fabricant de soupe va jusqu'à remercier les consommateurs, et à travers eux, Yuka. Chers Français, merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes. Ah, c'est tellement salé, on pourrait déneiger avec, disons. Merci d'avoir râlé sur leur composition. E621. C'est quoi ça comme légumes? L'hommage est aussi un aveu. Cette marque nous a donc servi de la malbouffe pendant des années. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Qui a habitué les consommateurs à manger des produits extrêmement sucrés, extrêmement salés, avec des couleurs complètement chatoyantes? C'est les industriels. Et c'est sûr que sur les produits pour enfants, c'est le plus problématique. Effectivement, quand on voit des biscuits, là, les boudoirs pour enfants, où il y a un taux de sucre complètement aberrant, qui, au-delà en fait, de contribuer à des problèmes de santé, contribue à l'addiction au sucre, qui est un vrai poison aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un vrai manque de responsabilité de ces entreprises. 67 millions de Gaulois. La publicité préfère nous présenter des personnes rayonnantes auxquelles le cordon bleu donne un supplément de tonus. Il n'y a plus de mauvaises surprises à craindre. On ne meurt plus d'intoxication aujourd'hui. Et on ne meurt plus de faim non plus. Ces silhouettes décharnées sont un mauvais souvenir. Mais depuis quelques années, la malnutrition a pris un nouveau visage. On parle aujourd'hui clairement d'épidémie d'obésité. C'est vrai en Europe, c'est vrai en France, avec environ 50% de la population adulte qui est en surpoids ou obèse, 17% des adultes français qui sont obèses. Et c'est le cas aussi chez les enfants, où on a 17% des enfants et adolescents qui sont en surpoids ou obèses. Si Mathilde Touvier est à Dublin, c'est parce qu'il s'y tient un congrès de nutritionnistes. La Française doit présenter ses travaux. Elle étudie les aliments qu'on appelle ultra-transformés, aliments dont font partie les cordons bleus. On commence les recherches sur les relations entre ce concept d'aliments ultra-transformés et la santé. Évidemment, l'industrie agroalimentaire se pose des questions sur ces travaux qu'on a pu publier. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une prise de conscience sur le fait qu'il y a un chemin à parcourir pour améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits, qu'il y a des choses à faire pour donner aux consommateurs des aliments qui soient bons pour leur santé. Impossible de filmer Mathilde Touvier à l'intérieur de ce congrès de nutritionnistes. Les seules caméras autorisées sont celles des sponsors qui financent l'événement. Il y a dans la liste des multinationales bien connues, Kellogg's ou Mondelez, le roi du chocolat et des biscuits. Drôle de mélange des genres. C'est donc dans son laboratoire de la région parisienne que nous avons retrouvé Mathilde Touvier. Pour ses travaux, elle pioche dans une mine d'or, une base de données unique au monde. 169 000 volontaires qui renseignent en permanence leur goût alimentaire et leur état de santé. 20 000 d'entre eux font même des prélèvements de sang et d'urine. Alors là, on a des échantillons de sang des participants de la cohorte Nutrinet Santé. Donc là, on a du plasma. Donc les globules rouges ont été enlevés, c'est pour ça que c'est blanc et que c'est pas rouge. Et on va pouvoir mettre en lien leur exposition aux additifs, leur mode de vie, leur alimentation, et puis les maladies qu'ils ont pu développer au cours du suivi. Ça va nous permettre vraiment de creuser les mécanismes qui sous-tendent les relations entre l'alimentation et la santé. C'est vraiment des études qui sont nouvelles et qui n'ont pas encore été conduites chez l'homme pour l'instant. En France, les produits ultra-transformés représentent déjà 35% de notre apport énergétique. Ah, des
cordon bleu. En Allemagne, c'est 45%. Quel en est l'impact sur notre santé? Depuis 2018, Nutrinet commence à y répondre. Entre des personnes qui consommaient un certain niveau d'aliments ultra-transformés et d'autres qui en prenaient 10% de plus, eh bien, on avait une augmentation de risque d'environ 10% de cancer dans cette population. Et on a montré des résultats similaires depuis sur les maladies cardiovasculaires, la mortalité, le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, les syndromes du côlon irritable et puis tout ce qui est symptômes dépressifs aussi. Es gibt praktisch kein Arzt, wenn er einen Totenschein ausstellt, schreibt drauf Tod durch Ernährung. Die sterben immer an Krankheiten. Aber viele Krankheiten werden natürlich ausgelöst oder verstärkt durch Ernährung. Also wenn Sie die Folgen für die Gesundheit angucken, wäre es natürlich völlig naheliegend, dass man auf Coca-Cola draufschreibt, dieses Produkt kann Ihre Gesundheit gefährden. D'écarter certains additifs. Nous aussi, nous allons essayer d'améliorer notre cordon bleu. On appelle cette démarche le Clean Label. Traduction, étiquette propre. Ce n'est pas une norme, c'est un effort dans la bonne direction, doublé d'un argument marketing. Avant, on avait tous ces ingrédients. Donc le passage en clean, on a enlevé ça. Sur glucose. On a enlevé les sels de fonte et les carragénanes du fromage. On a gardé juste de l'amidon qui est présent dans le fromage clean. Et ensuite dans la viande, donc on est passé de cette viande hachée là à de l'escalope de dinde. Du coup, on peut enlever les fibres et les protéines de soja, ou on peut garder un peu de dextrose pour faire le liant, parce que si on a des structures un petit peu, ce sera plus facile à former d'un point de vue industriel. On a changé de blanc de dinde fumée aussi, qui a moins d'additifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a une dizaine d'ingrédients. Une dizaine d'ingrédients contre 25-30. 25-30 pour la version standard. Voilà. Ça a l'air tellement facile de simplifier une recette. Pourquoi ne pas le faire partout? Au pied du massif des Vosges, la charcuterie André Bazin fabrique des spécialités locales et des produits charcutiers pour les industriels. L'entreprise vient de lancer une gamme Clean Label. Elle s'est par exemple attaquée à la saucisse de Montbéliard, un classique. Pour la version Clean Label, prenez d'abord de la viande de porc de bonne qualité et hachez-la. Oubliez le nitrite, l'additif qui rend le jambon rose et que l'on suspecte d'être cancérigène. Ni dextrose, ni lactose, juste du sel et des épices. Quand vous enlevez les additifs, les éléments additionnels, vous n'avez pas du tout le même goût. Vous retrouvez des goûts de viande qui sont beaucoup plus forts, vos épices ne ressortent pas exactement de la même manière. Et là, on est obligé de refaire un travail vraiment de est-ce qu'on met plus de gras, moins de gras, est-ce qu'on met un petit peu plus de poivre, de sel, moins de sel. Il y a tout un retravail finalement de l'aromatique du produit. Et puis, il y a la logistique. Pour passer des saucisses standards aux saucisses Clean Label, il faut nettoyer la ligne avant de lancer la production. Pas question de retrouver des résidus de nitrite ou de lactose dans la Montbéliard haut de gamme. Sauf que sans nitrite, la durée de conservation change. Elle diminue même de moitié. 80 jours pour une saucisse classique, 40 pour une Clean Label. Donc on va faire plus de production, plus fréquemment, donc plus de nettoyage, pas gérer de stock, être en flux tendu. Pour la grande distribution, ça veut dire, de la même manière, ne pas faire des stocks trop importants, faire tourner beaucoup plus les produits, plus de livraison, plus de réception, plus de mise en rayon. Et puis pour le consommateur, c'est aussi quelque part accepter et prendre le réflexe de dire, bah voilà, mon produit, je l'achète, il est valable 5, 6, 7, 8 jours, mais pas 20, pas 30. Il y a un dernier écueil avec le Clean Label,
peut-être le plus important. Sur la version avec nitrite standard, on est plutôt sur 3 € le paquet en prix de vente en magasin final, environ 3 €. Sur la version sans nitrite, on va plutôt être proche des 4,50 € à peu près. Vous avez 1,50 € d'écart sur le paquet final. Une grosse différence? C'est une grosse différence qui s'explique par plein de choses. En fait, à la fois des process plus compliqués, plus de viande car moins d'additifs dans le produit, donc le produit fini est forcément plus cher. Il se vend bien? Il intéresse beaucoup. Mais est-ce qu'il se vend? Il se vend. Il faut prendre le temps de faire connaître, d'expliquer, référencer dans les magasins, changer un peu les habitudes du consommateur. Le prix est plus élevé, il faut du temps. Ces Montbéliards sont plus chères et un peu différentes. Le consommateur a tout pour être désarçonné. Une fois que les saucisses seront cuites, on va se rendre compte qu'elles sont complètement grises. Alors ça peut interpeller au premier abord, parce qu'on aurait plutôt l'habitude qu'elles soient roses, justement. Donc voilà, on s'est dit simplement, on va mettre un petit message sympa, pas d'inquiétude, c'est normal. Il est sans nitrite, donc il est gris. C'est vous qui les avez mal habitués, les consommateurs, quelque part, vous les industriels? Peut-être, effectivement. Oui, je pense, c'est juste. C'est tellement ancré. Pour moi, l'exemple le plus probant, c'est le jambon. C'est tellement ancré dans l'esprit commun que le jambon est rose, alors qu'il est plutôt gris. Pour l'instant, ce Clean Label est un marché de niche. 5% seulement chez ce charcutier industriel. Et notre cordon bleu Clean Label. Mieux noté par les applications, il a de nouveaux arguments de vente. Car moins de gras, moins d'additifs, moins de sel, et un Nutri-Score passé de C à B. Mais comme pour la Montbéliard, tout se paie. Sur le prix de revient, on est du coup en prix matière à 3 € du kilo. Donc on a plus que doublé. Plus que doublé. On a plus que doublé. Au niveau du consommateur, en rayon, ça va pas forcément doubler. Oui. Ça fait que 20 à 30 centimes de la boîte. Voilà, ça c'est quand même pas énorme non plus. Je pense qu'on ne dépense pas assez pour se nourrir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a collectivement eu une espèce d'obsession qui était de produire toujours plus et toujours moins cher. Et on a globalement réussi. Mais on ne compte pas dans l'alimentation aujourd'hui ce qu'on appelle les externalités négatives. On ne compte pas le coût de l'obésité, on ne compte pas le coût du diabète, on ne compte pas les problèmes environnementaux. Et ça, c'est quand même un coût, alors pour la société d'abord et pour l'individu ensuite. Pour mieux manger, il y aurait une autre solution, un peu radicale. Manger végétarien. Éliminer la viande. Les industriels suivent la mode. Tout y passe. Bolognaise, hamburger. Pourquoi pas notre cordon bleu? Exit l'escalope de volaille. Exit le fromage. Nous nous lançons dans le cordon bleu végétarien. Et même vegan. Alors ça, c'est le fromage végétal. C'est du faux fromage, en fait. C'est végétal. On n'a pas le droit de l'appeler fromage. D'accord. Donc il y a le fromage et ça? Et les tranches végétales. C'est de la fausse viande? C'est pour remplacer le jambon. C'est vegan ou végétarien, ça? Ah, c'est vegan. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'origine animale. Rien d'origine animale. C'est bluffant, on dirait de la viande de grison. Cette fois, on n'ajoute plus de poudre à la viande. On prend des poudres pour faire de la viande. De ces grains minuscules va sortir le cordon bleu du futur. Farine de blé pour la base, protéines de pois pour la texture et l'apport en protéines, fibres de pois toujours pour structurer et enrichir en fibres. Tout se dose au milligramme. Un rêve d'industriel. C'est très intéressant pour l'apport nutritionnel en fibres qui est recommandé et qui va nous permettre, si on parle du Nutri-Score, d'obtenir une meilleure notation du produit. Dernier texturant pour former l'escalope, de la levure maltée. Maintenant, il faut relever le goût avec encore d'autres poudres. Alors ça, c'est les arômes naturels de poulet, qui sont véganes. C'est quoi un arôme vegan? Il y a quoi là-dedans? Par exemple, on peut reproduire un goût de poulet avec des levures. C'est ça.
On peut reproduire un goût de poulet avec des levures. La levure va pouvoir apporter des notes viande. C'est quoi celui-là? Alors lui, c'est un autre arôme de poulet. En fait, Vous avez 2 arômes différents? c'est ça. Pour quelle raison? Alors il y en a un qui est plus sur une note le gras du poulet et l'autre qui est plus une note de poulet qu'on reconnaît tous le goût du poulet. Mais on pourrait peut-être faire complètement autre chose. On Si pourrait quelqu'un ne veut faire pas manger de complètement un viande, jotin. pourquoi manger de l'arôme poulet? En fait, on est peut-être dans la première génération de ce type de produit. On ne va pas trop dérouter le consommateur des goûts qu'il aime bien. Et peut-être qu'il y aura une autre génération, et il y en a déjà, où justement on va se dire, ben non, on fait complètement abstraction de ce type d'ingrédients. Visuellement, c'est plutôt ressemblant à un cordon bleu qu'on peut retrouver dans le commerce. C'est vrai. Il a l'air un petit peu dur, non? Un peu. On n'a pas toute l'humidité d'une escalope classique. On est très croustillant. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. C'est spécial, hein? La texture de l'escalope est assez... Assez compact et Assez pâteux, compact, mais... Les plats véganes, ça ne veut pas du tout dire sain, bien au contraire. La plupart des produits véganes vont être ultra transformés parce que pour pouvoir faire un patty, une fausse saucisse, etc., il faut beaucoup de choses dedans. Hein. Donc c'est végétal, oui, mais c'est ultra transformé. La version végane de notre cordon bleu est un mélange complexe. L'une des poudres de base, la protéine de pois, vient d'une usine allemande en Basse-Saxe. Emsland travaille les végétaux depuis 1928. Une noria de camions approvisionne l'usine. 350 tonnes de pois par jour. Cette petite légumineuse a toutes les vertus. Elle est riche en protéines, sans gluten et sans OGM. Avant de se retrouver dans notre cordon bleu vegan, elle va subir une métamorphose. C'est le fractionnement, ou cracking. Les pois sont broyés, centrifugés, puis séchés en différentes poudres. Ces poudres sont des sous-produits du pois. Amidon, isolat de protéines de pois, fibres internes de pois ou fibres externes de pois. Avec le cracking, on peut aussi déconstruire la pomme de terre, le lait, les œufs, le soja, le maïs ou le blé. Les sous-produits qu'on obtient sont des ingrédients magiques. Les briques de base avec lesquelles l'industrie peut tout recomposer. Le chef du département recherche et développement explore toutes les combinaisons possibles. Il est ainsi devenu maître fromager. Na, wie weit sind wir? Wir können anfangen. Dann, Wir können anfangen. dann lassen wir noch gucken, was wir heute da ausprobieren. Ja. Das sind die Zutaten, ne? Genau. Wir haben einmal Wasser, modifizierte Stärke, Erbsenproteinisolat, Au Salz, total, il faut 10 composants pour fabriquer le fromage végétal. Kokosfett, Ce fameux fromage. Aroma, Kaliumsorbat als Konservierungsstoff, noch etwas Zitronensäure und auch noch mal eine Topnote als Aroma. Der Trend eben weg von tierischen Produkten ist auch im Milchbereich ungebrochen. Damit
Dann, wenn ein junger Kollege auf uns zukommt und sagt, wir möchten gerne was Milchfreies haben, dann sagen wir, hier haben wir die Alternative. Dann, so muss man das wohl sehen. Es wird auch nicht ein 1:1 Ersatz stattfinden. Es wird immer beide Produkte geben und die milchbasierenden Käse werden auch, glaube ich, die Majority bleiben, die man im Markt findet dann. Aber der andere Bereich ist eben der wächst. Ici, pas de lente fermentation dans la cave d'un affineur. Le procédé prend seulement quelques minutes. D'abord, on brasse pour obtenir une émulsion. Da sind wir aber schon sehr weit entfernt vom französischen Käse. Vom Prozess her, im Prozess sieht es natürlich nicht wie echter Käse aus. Das ist so. Ist leider sehr viskos. Danach ist das ein relativ fester Block, was man natürlich, wie gesagt, durch unterschiedliche Stärken auch noch wieder beeinflussen kann. Man kann letztendlich von einem veganen Streichkäse bis hin zu einem festen veganen Parmesan, sage ich mal, einem sehr festen Käse, ziemlich jede Textur erreichen. Ce fromage végétal est solidifié en chambre froide. Man sieht jetzt schon von der Textur her, von der Biegsamkeit ist er sehr gut geworden. Also diese Elastizität der Scheiben ist ja auch immer sehr wichtig. Die Biegsamkeit ist, dass er nicht bricht, sondern dass er zusammenbleibt, dass er elastisch ist. Le faumage est calibré pour des usages industriels. Râpé comme de l'emmental, il fait une parfaite garniture de pizza, moins chère que du vrai fromage. Ja, cremig. Man hat keine unerwünschten Beigeschmäcker. Eine echte Alternative, würde ich sagen. Ein normaler Verbraucher, der das verkostet, glaube ich, würde sich schwer tun, einen Unterschied zu erkennen dazu. Gerade wenn das so zubereitet ist und geschmolzen ist. Dann. Ist das die Pizza der Zukunft? Ja, so eine Pizza dann mit vielleicht noch analog Thunfisch drauf dann und nichts Tierisches mehr drauf oder sowas, das wird ganz sicher kommen. Mahlzeit. Na, läuft der Extruder heute? Gerade am Anfang. Après le fromage, voici la viande végétale. Cette fois, la base est de l'isolat de protéines de pois. Une poudre aussi concentrée en protéines que la viande. On la transforme en copeaux, plus pratique pour obtenir ensuite toutes les formes voulues. Das ist praktisch das Ausgangsprodukt, was dann im großen Stile für alle möglichen Anwendungen im Bereich von Fleischanalogen verwendet wird, wie Burger zum Beispiel, wie aber auch Würstchen, die man daraus herstellen kann. Und das passiert in diesem Extruder. Da wird also praktisch eine komplett neue Struktur der Proteinmatrix aufgebaut, durch Quervernetzung, durch Reaktionen. Man muss sich vorstellen, dass da hohe Drücke drin herrschen, hohe Temperaturen bis 160 Grad in etwa. Und dann wird das Ganze neu praktisch strukturiert, mit dem Erfolg, dass dann am Ende bei den Düsen dieses Produkt herauskommt. Ces substituts aux protéines animales ont un succès grandissant. L'offre ne peut pas suivre la demande. Und wenn man so den Markt vor 30 Jahren anguckt, da gab es ein paar Sojaprodukte, die waren auch nicht gut in der Qualität, schmeckten nicht, hatten eine weiche Textur im Würstchenbereich zum Beispiel. Da gab es wirklich nur ein ganz kleines Klientel, was dafür Verwendung hatte. Dann. Und heutzutage mit solchen Anlagen eben dann und die Forschung dann sehr viele Firmen forschen und entwickeln neue pflanzliche Proteine. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, dann wollen wir mal sehen, ne? Schöne Textur.
Wichtig ist, dass es neutral schmeckt. Dann, dass es nicht irgendwie eine Off-Flavor-Note hat Richtung Erbse oder auch noch nicht nach Fleisch schmeckt, weil das ist die Basis dann nachher für die Endprodukte, die Fleischanaloge, sei es jetzt Burger oder Würstchen oder was auch immer man draus machen kann. Und da wird erst die geschmackliche Ausrichtung dann gegeben. Le business de l'alimentaire ressemble à celui de l'automobile. Les grandes marques assemblent ce que fournissent les sous-traitants. Dans l'automobile, ces sous-traitants sont des équipementiers. Dans l'alimentaire, on les appelle les ingrédientistes. Ils inventent aujourd'hui nos assiettes de demain. Nous nous sommes invités à leur grand-messe. Les noms des plus gros exposants ne vous diront rien. Pourtant, ils sont tous les jours à votre table. Le chocolat de vos céréales a peut-être été fourni par Cargill, le géant américain. Les fibres de votre biscuit sont peut-être passées par les usines de Roquette, le champion français du secteur. En tout, 15 000 ingrédients font ici leur publicité. La nutritionniste Béatrice de Rênal a l'estomac solide. Elle goûte chaque nouveauté. C'est du, entre guillemets, mascarpone végétal. Je suis courageuse, hein. Je vais mourir un jour. Where do you put the potatoes? Protein? In the filling or in the macaron? In the macaron. Dans ce macaron, ils ont remplacé le blanc d'œuf par de la protéine de pomme de terre. En fait, dans la pomme de terre, il y a surtout de l'amidon, mais il y a un peu de protéines. Et vous voyez, ça fait... alors, je ne dis pas que ça fait des macarons de la durée, mais enfin... Donc, c'est pour les véganes. Vegan, ça ne veut pas dire naturel. Souvent, il y a beaucoup d'additifs pour justement remplacer le blanc d'œuf, le truc, le machin, voilà. Alors que là, s'ils mettent que de la protéine de pomme de terre, je trouve que le résultat est pas mal. Plus beau et plus sain. Pour mieux manger demain. Exactement le genre d'innovation Clean Label que Béatrice de Rênal aime proposer à ses clients. Donc ici, on a un concentré de patates douces. C'est ça la nouveauté, hein? C'est ça, exactement. C'est que le fait d'avoir un concentré de fruits et légumes, on arrive à obtenir des couleurs hyper intenses. Alors évidemment, ça, c'est des couleurs qui n'apportent pas de goût, hein? Exactement. En fait, c'est des concentrés de fruits et légumes. C'est là pour apporter de la couleur, mais ça n'est pas un additif. C'est-à-dire que ça ne s'étiquette pas colorant de points Anthocyanes 163. Ça s'étiquette concentré de carottes pourpres. Les colorants artificiels sont passés de mode auprès des consommateurs. Beaucoup de grandes marques cherchent à les remplacer. Vous avez ici, là on a du radis, on a des baies ici, là on a une autre carotte pourpre. Ça, typiquement, c'est voilà, la démarche Clean Label. Et en fait, ça a été le moteur, ça a vraiment été la demande du consommateur. Sinon, ils n'auraient pas existé. Le Clean Label est bien le nouveau mantra de l'agroalimentaire. Il est sur toutes les lèvres, avec l'autre mot magique, végétarien. We are very happy to welcome you to reimagine the future of taste. So at IFF, we're launching our new portfolio of Clean Label ingredients. It's a plant-based product. Veggie-bold, made with the Clean Label functional system. When you want a Clean Label product, you don't want to put flavor on the label. Think that this is Clean Label. Le Clean Label est mis à toutes les sauces. Tout est permis, puisqu'il fait vendre et qu'il n'obéit à aucun cadre réglementaire. Même les spécialistes s'y perdent. Il parle de protéines fonctionnelles, de bœuf, pour un Clean Label. Clean Label, c'est pas une appellation protégée. N'importe qui peut dire je suis Clean Label. Moi, je suis pas Clean Label personnellement, mais bon. Donc, ça veut dire quoi Clean Label sur un produit comme ça? Bonjour. I would like to know more about your products. Le mystérieux produit Clean Label est un dérivé de sang de bœuf. Cette entreprise belge récolte le sang dans les abattoirs. Elle en extrait les protéines. Protéines qui sont ensuite injectées dans des préparations de viande pour en retenir l'eau.
Curieusement, personne ne se bouscule pour nous parler de ce Clean Label-là. Yes, but then you have to film somewhere else. Why? No film. Ils savent que c'est toujours délicat de dire à un consommateur, ben, dans votre burger, on a mis du sang de bœuf. Et en plus, dedans, ils ont mis jusqu'à 18% d'eau. L'innovation agroalimentaire préfère rester discrète sur certaines de ses prouesses. Cette société américaine produit par exemple une enzyme miracle, la transglutaminase. Prenez des chutes de viande, ajoutez la transglutaminase, mélangez, laissez reposer. La viande se recompose d'elle-même et vous obtenez un beau steak d'un seul tenant. Cette colle à viande fonctionne aussi pour le poisson. Là encore, on nous demande d'aller voir ailleurs. Il ne veut pas que vous lui leur posiez la question, qui sont vos clients? Parce que eux, ils peuvent être fiers de leur produit. C'est un produit magique. Il vous reste des petits morceaux de viande, ben vous mettez tout ensemble avec l'enzyme, ça vous refait un rôti. Donc forcément que c'est pas très... Enfin, le consommateur ne sera pas très content de voir ça, quoi. Cette transglutaminase, c'est sur la liste d'ingrédients? Ah non, parce que c'est considéré comme un auxiliaire technologique, c'est-à-dire qu'elle a un rôle lors de la préparation, mais elle est détruite par la cuisson, parce qu'après vous faites cuire, ça la désactive, donc elle n'est plus dedans. Donc la loi vous dit, bah non, vous n'avez plus cet ingrédient dedans, donc ça veut dire que c'était un auxiliaire technologique. Le consommateur n'a pas l'information. Vous en pensez quoi? Ben, la même chose que vous, c'est-à-dire que c'est pas normal. Les enzymes jouent aussi un rôle dans les fromages ou le pain industriel. Ce sont des ouvrières discrètes, censées disparaître du produit final. Et donc, des étiquettes. Parfait pour la démarche Clean Label. I would like to introduce you how we use dairy enzymes in order to have a cleaner label. And we do so because when inactivated in your final formulations, enzymes are considered processing aids, then you do not label it. And so your label becomes a lot shorter and cleaner from that standpoint. The same applies. Ces enzymes disparaissent à la cuisson et ne se retrouvent pas dans le produit final. Mais les autres auxiliaires technologiques, il en existe des centaines, et certains laissent des traces dans nos assiettes. Ce sont en réalité des ingrédients cachés. Pour dire la vérité, j'espère que vous êtes assis, c'est que dans un produit alimentaire, on est obligé de mettre la liste des ingrédients, d'accord? Mais on ne vous dit pas tout, parce que les auxiliaires ne sont pas marqués. Les auxiliaires technologiques, c'est quoi? C'est un produit qui a été utile pendant les procédés et qui disparaît ou est à l'état de traces. Mais moi, ça m'intéresse quand même les traces à titre personnel. Il y a quand même des substances chimiques qui sont utilisées pendant le process et que vous ignorez. Donc ça, c'est d'un point de vue éthique, si vous voulez, aujourd'hui, c'est plus tellement acceptable. Avec les auxiliaires technologiques, on touche à l'alchimie. C'est une pratique aussi vieille que l'industrie. Hubert Bazin l'a vécu de l'intérieur. Il a longtemps travaillé dans les bières et jus de fruits. Il sait que la cuisine et la pharmacie ont des origines communes. Parmi ces substances, il y a des choses qu'on peut utiliser aujourd'hui comme auxiliaires technologiques. En fait, c'est l'utilisation qui fait l'auxiliaire technologique. C'est pas le produit lui-même. Le vitriol, qui est de l'acide sulfurique, serait aujourd'hui classifié comme auxiliaire technologique. Le vitriol, qui au XIXe siècle servait à la fabrication du sucre. Aujourd'hui, l'industrie du jus de fruits utilise des auxiliaires technologiques pour se faciliter le travail. Pour éviter la mousse, elle ajoute du diméthylpolysiloxane, une substance chimique qu'on retrouve aussi dans les insecticides. Si vous faites un jus d'ananas maison, vous ne pouvez pas avoir aussi peu de mousse que ça. Essayez chez vous. Vous prenez un ananas, vous le broyez, vous faites couler, vous aurez beaucoup plus de mousse que ça. Il est bon. La mousse est un vrai problème industriel. Donc on rajoute un agent anti-moussant, on va embouteiller facilement le jus d'ananas et le consommateur ne sera pas au courant qu'on a rajouté un anti-mousse dans son jus d'ananas.
Est-ce que c'est une escroquerie ou une fraude? La réglementation dit que non. Est-ce qu'on pourrait l'étiqueter? On pourrait l'étiqueter. Et l'industrie ne peut pas faire sans anti-mousse? Ça lui coûterait beaucoup plus cher et elle serait beaucoup moins rentable. On pourrait se passer de quasiment tous les auxiliaires technologiques, mais ça aurait des répercussions sur l'aspect des produits qu'on consomme. Si vous prenez de la bière ou du vin et vous essayez de ne pas la filtrer ou de le filtrer sans aucun auxiliaire technologique, vous aurez des vins qui seront troubles, vous aurez de la bière qui sera trouble, vous aurez des choses qui ne seront pas reproductibles d'une fabrication à l'autre. Et le consommateur aujourd'hui n'est pas préparé à ça. Un autre monde est-il possible? Où les industriels se passeraient de la chimie? À Lic, village du Pas-de-Calais, la dinde est une tradition depuis le XVIIe siècle. Ici, on continue à produire des volailles label rouge, élevées en plein air. Et on fabrique aussi des cordons bleus, du haut de gamme, plus riche en viande, et avec un seul additif. En fait, pourquoi on n'a pas besoin d'additifs? Parce qu'on a une vraie qualité de produit. Aujourd'hui, les additifs, les conservateurs, c'est des exhausteurs de goût, pour donner du goût supplémentaire. C'est sur cette chaîne que nous avons produit notre cordon mieux. Des centaines de kilos. Cette PME est le seul fabricant qui nous ait ouvert ses portes. Nous avons comparé nos produits. D'un côté, leur cordon bleu. Un seul additif, 12 ingrédients. De l'autre, le nôtre, dans sa version classique. 4 additifs et 30 ingrédients. Personnellement, la chapelure, je la trouve pas assez dorée et granuleuse. Et nous, en fait, on a fait le choix d'une chapelure un peu plus épaisse pour avoir cet effet cornflakes. Avec plus de grains. Ouais, plus granuleux. Ouais. Bon, allez, on y va. On y va. Goûte. Évidemment, je préfère le nôtre. Après, voilà, c'est le cordon bleu que vous trouvez classiquement partout. Mais aujourd'hui, je pense que ça, on peut le changer. On peut enlever ces additifs, ces conservateurs. Maintenant, ça a un coût. Ouais, c'est pas une question de centimes. Moi, c'est le double. On est tous responsables. Mais l'industriel qui veut que faire de la marge et qui met des cochonneries, entre guillemets, eh bien, en fait, on devrait le boycotter. Avec quelques centimes d'écart, en prenant un produit plutôt qu'un autre, vous pouvez radicalement changer les choses. L'alimentation, c'est tous les jours, entre 2 et 3 fois par jour. Et entre 2 et 3 fois par jour, en fonction de ce que vous choisissez, vous pouvez tout changer. Jamais le système qui nous nourrit n'a été aussi puissant. Jamais il n'a été aussi contesté. Quelle alimentation voulons-nous? Quelle santé? Quelle société? L'avenir se lit au fond de nos assiettes. Ça fait plaisir. Et voilà, le produit fini, prêt à être commercialisé. Écoutez, franchement, on n'a pas à rougir par rapport à ce qui existe dans les rayons. Non, non. Moi, je dis, ça donne envie. Vous l'achetez, vous? Oui, oui. Non, vous l'achetez pas. Si. Non, je suis sûre que vous ne mangez pas de cordon bleu. J'en mange pas tous les jours. Mais